Fabrice, on se retrouve pour parler de Kirao Multicaps. On a fait un gros point dans une précédente émission sur le process. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu au portefeuille, puisque vous êtes un stock picker. Si on ne parle pas de valeur, ça n'aura pas de sens. Alors, j'ai regardé un petit peu votre actif et la composition de cet actif, et je vois dans les premières positions Sopra Group, Capgemini, LVMH. Or, vous m'avez expliqué que vous avez une approche par triptyque. Je rappelle ce triptyque: rupture, solidité, valorisation. Alors, rupture, c'est souvent quand il y a un événement qui perturbe et qui permet en effet de prendre des positions. Aujourd'hui, Sopra, Capgemini, LVMH, je ne vois pas vraiment les ruptures. Alors vous avez raison, mais pas tout à fait non plus. Donc en fait, quand on parle de rupture, solidité, valorisation, effectivement, c'est les cas idéaux. Après, il peut y avoir des degrés de rupture. Alors, sur Sopra, il faut remonter dans le passé, parce qu'on porte quand même nos lignes assez longtemps, pour voir la rupture. La grosse rupture Sopra, évidemment, ça a été l'acquisition de Steria, qui a été, si ce n'est longue à digérer, en tout cas, qui a généré une certaine défiance. Puisqu'il ne faut pas oublier que j'ai constitué une bonne partie de la ligne à 60 €, qu'on a dépassé les 150 aujourd'hui, donc elle a parfaitement joué son rôle dans le portefeuille. Ceci étant, il reste encore une partie de synergie à extérioriser, notamment un redressement sur la zone continentale, à la fois en France et en Allemagne principalement, où il reste encore des améliorations de marge à faire, et qui ont déjà eu lieu pour une part. Et puis, il ne faut pas oublier que Sopra, c'est une société qui est une société mixte un petit peu à part, des SS2I, avec une grosse partie logicielle et une partie de services plus classique. Et dans les logiciels, ils ont développé donc des nouvelles versions de leur logiciel pour les banques. Ils ont beaucoup investi là-dessus. Ils continuent à investir. Donc là, on est aussi dans ce que je vous soulignais tout à l'heure, les phases d'investissement et les phases de récolte d'investissement. On n'est pas tout à fait à la récolte. Mais Sopra, parmi les sociétés de services, est l'une des rares qui peut avoir un moteur intrinsèque qui serait lié à ces logiciels. Et je pense qu'on a une chance, on a une option sur le fait qu'on puisse récolter, parce qu'ils ont eu des référencements importants, notamment à la Banque Postale, qui pourraient faire tache d'huile dans le futur. Alors Capgemini, lui, n'a pas ce moteur. Alors, Capgemini n'a pas ce moteur. Ceci dit, il a fait quelques acquisitions aussi intéressantes récemment, notamment eGate en 2015, si je me souviens bien. Mais là, vous avez aussi une rupture qui est valable pour Sopra, qui est plus sectorielle. C'est la rupture numérique, évidemment, qui n'est pas qu'une tarte à la crème. Sur une société comme Capgemini, aujourd'hui, bon, ils expliquent que ça fait plus de 35% de leur chiffre d'affaires. On ne peut pas vérifier exactement le contenu même de ces prestations. En revanche, ce que moi j'observe sur un suivi longue durée, je pense que ça a fait entre 1 et 2 points de supplément de croissance organique, puisque dans les sociétés comme Capgemini, il y a une tendance déflationniste qui existe, notamment via l'offshoreisation, qui est assez massive, et une tendance reflationniste, entre guillemets, grâce aux nouveaux services. Et je pense qu'on est autour de 2 points de surcroît de croissance sur une société comme Cap. Donc ça fait du bien à tout le secteur, on le voit. Alors, il y a des acteurs les plus spécialisés aux plus généralistes. Voilà, ce genre de rupture fait du bien. Et on est sur des valorisations qui ne sont pas trop exigeantes. Autour de 15 fois les bénéfices. Voilà, en EV sur EBIT, on est plutôt autour de 10 fois. Donc je trouve que ce n'est pas très exigeant, sachant que ce sont des acteurs qui ne peuvent pas se faire disrupter par définition. Alors il y a eu des disruptions dans le modèle, notamment au moment de l'offshoreisation, quand il y a eu les grands moments aussi de l'infogérance, etc. Ça a suscité certains problèmes. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur des secteurs comme la distribution, qui se fait pas mal attaquer par les concurrents Internet, comme les médias aussi, qui sont présents en portefeuille pour une part, qui se font un petit peu disrupter. Voilà, donc c'est des sociétés qui présentent un risque assez faible finalement.
Donc là, c'est vraiment du fonds de portefeuille et en même temps une histoire. Un petit peu plus quand même pour Sopra, qui continue à s'apprécier. Nous, on a des objectifs de cours qui sont plus élevés que les 150 € actuels, et ce depuis longtemps. Donc on est vraiment assez à l'aise avec cette société en portefeuille. LVMH, voilà une valeur que je qualifierais de fétiche de la gestion Revolt. Tout de même. C'est vrai, alors on l'a aussi depuis l'origine, puisqu'à l'origine, il y avait une situation un petit peu spéciale, qui était en fait la détention par LVMH de Hermès, et le fait qu'ils allaient retourner ce papier aux actionnaires minoritaires, ce qu'ils ont fait, je crois, en décembre 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était finalement une partie de LVMH qui était très mal valorisée, notamment du fait d'une décote d'illiquidité qui n'avait plus lieu d'être, évidemment, avec ce genre de mouvement. Et puis ensuite, l'investissement a perduré et s'est même renforcé. Pourquoi ? Parce que là, c'est les tendances sectorielles sur le luxe sont excellentes. Elle le reste. Et puis LVMH est un acteur assez particulier qui sait toujours bien prendre les virages. Notamment, c'était le cas sur la mode et maroquinerie qui était défiée pendant tout un moment et qui a réussi à se repositionner avant les autres, avant Gucci qui connaît une grosse recovery qu'on n'a pas anticipé dans cette importance, en tout cas, c'était assez difficile. Et on est sur des valorisations qui, pour des acteurs de cette qualité, restent à peu près acceptables. On tourne à 13 fois et demi, 14 fois les bits sur LVMH. Voilà, il faut voir que toutes les sociétés aussi ont augmenté en termes de multiples. Donc vous voyez le titre s'apprécier dans les 18 mois qui viennent. Voilà, s'apprécier gentiment. On n'est pas sur des ruptures qui ont une force fulgurante. Alors, au sein des premières positions, justement, quelles seraient les ruptures les plus fraîches, les plus marquantes? Ouais, il y en a une vraiment qui nous plaît bien, c'est Philips. Donc Philips, on a investi à partir de la fin de l'année dernière sur une société que je connais de longue date, avec laquelle j'ai jamais rompu vraiment le fil. Et en fait, je l'ai retrouvé, je dirais, à l'automne de 2015, où je regarde les sessions qui sont en train d'être faites sur la division éclairage, donc la session de Lumileds, l'IPO du Lighting, donc Philips Lighting aujourd'hui, avec une volonté de désengagement total, mais qui n'était pas complètement actée parce que le désengagement n'était pas encore total. Donc petit à petit, ça s'est fait. Donc nous, on est rentré, en fait, on a commencé à étudier gentiment en regardant un groupe qui serait complètement transformé, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, les analystes sont assez rares à raisonner de cette manière. Et à entrevoir finalement cette évolution. Exactement, à faire une photo prospective de la société. Donc la société nous semblait assez peu valorisée une fois tous ces retraitements faits. Donc ça valait la peine de l'étudier plus profondément, ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, vous avez un groupe qui, pour la première fois, est recentré autour de deux métiers principaux. Tout ce qui va être health tech et santé personnelle, mais on va dire électrodomestique santé, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi à la conjonction de secteurs qu'on connaît très bien. L'électrodomestique, via Seb et Delonghi, qui sont aussi présents dans le portefeuille, qu'on connaît de très longue date. Et via la santé, puisque Stéphane Dubosc, chez nous, est spécialiste de ce secteur. Et donc, c'est une société qui est beaucoup plus facile à appréhender qu'auparavant, qui appartient au secteur de la santé, notamment via ses équipements d'imagerie de toutes sortes. Et on pense que les facteurs de revalorisation vont être les cessions progressives, donc la cession de Lumileds, les cessions progressives de titres de Philips Lighting, et puis aussi un facteur extérieur qui sera la cotation de Siemens Healthcare, qui est prévue en 2018 aujourd'hui, et qui est un comparable complet avec General Electric Healthcare. Et je pense que là, on verra un Philips qui appartient vraiment au secteur médical et qui doit se valoriser avec des multiples de secteur médical. En tout cas, donc il y a un beau rattrapage à faire. Oui, des multiples entre 13 et 14 sur cette société, si elle exécute bien, ce qui était un peu son défaut par le passé. Si le M&A ne la déséquilibre pas, ce qui a pu être aussi un peu son défaut par le passé, parce qu'elle n'est pas exempte de défauts, évidemment, sinon elle ne serait pas
au prix où elle est. Mais nous, on trouve sur les 2 dernières acquisitions que c'est des acquisitions intéressantes qui sont peu porteuses de risques. Et puis l'exécution sur le court terme a été plutôt correcte. Il y a plein de petits facteurs qui se mettent en route pour qu'on puisse aller vers cette revalorisation. Donc c'est une société qui est dans le top 5 aujourd'hui, hein, on en est entre 4 et 4,5%. Et c'est une position avec laquelle on est assez à l'aise, même s'il peut y avoir des petits risques qui sortent de temps en temps, comme des problèmes avec la FDA qui peuvent arriver, etc. En tout cas, c'est une société en rupture et en reconstruction et en Ouais. réhabillage de portefeuille. Absolument. Absolument. Alors, on a parlé de grande capitalisation, là. Ouais. Kerao Multicap, ce n'est pas que de la grande capi. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez un exemple de mid ou de small à nous donner aujourd'hui ou pas vraiment? Mid et small, je pourrais parler d'un de mes regrets. Mais non, il y a toujours d'excellentes sociétés comme Excel Industries. Donc j'avais dit par le passé que c'est une société qui devrait connaître un cours supérieur à 100 €. Donc on y est aujourd'hui. Bon, après, l'histoire n'est pas finie d'ailleurs. L'histoire n'est pas finie parce que aujourd'hui, à 100 et quelques euros, c'est une capi un petit peu supérieure à 700 millions d'euros. C'est une société qui va se désendetter assez vite, qui n'a pas non plus énormément de dettes et qui a plutôt été sur un bas de cycle ces derniers temps, qui a beaucoup restructuré, qui s'est beaucoup renforcé aussi via son M&A aux États-Unis. Donc je pense que c'est toujours une société qui se regarde. Nous, on en a toujours en portefeuille. Voilà. Elle n'est pas au poids qu'elle aurait dû être, mais elle est toujours là et je pense qu'on essaiera de profiter un petit peu des trous qu'on pourrait voir. Et puis on a toujours des petites choses qu'on regarde de temps en temps qui ne sont pas encore dans le portefeuille. De façon plus générale, aujourd'hui, la pondération des mid et small, c'est combien à peu près? Alors je dirais sur les larges, c'est-à-dire au-dessus de 10 milliards, on est à 40% aujourd'hui. Et puis sur les sociétés en dessous d'1 milliard, on est à 20%. Donc je dirais entre 1 milliard et 5 milliards, on doit avoir un petit 40%. Quoi. Est-ce que, là encore c'est une question plus générique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus compliqué de trouver des sociétés qui remplissent les 3 critères qui composent le triptyque? Après, une ascension des cours, c'est importante. Et puis, un cycle économique qui s'est tout de même absolument. bien avancé. Oui, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je dirais, il suffit déjà de regarder notre portefeuille, le niveau de cash qu'on maintient assez facilement au-dessus des 5%, c'est déjà un petit signe, puisque notre philosophie nous amène plutôt à être full invest. Alors, on peut naturellement être à 10%. Mais ça prouve que les idées sont peut-être moins faciles à générer. Après, il y a les éléments exogènes. Ça fait longtemps qu'on est avec des taux très bas. Ça conduit les cours à monter de manière mécanique. Ça conduit aussi les sociétés, ça a conduit à faire beaucoup de M&A. Et peut-être qu'on va aller vers du M&A moins rémunérateur, plus risqué aussi. Donc il faut faire attention. Le cycle boursier est long, donc il faut aussi faire attention. Beaucoup de choses ont monté. Donc je dirais que voir des ruptures, c'est notre lot, c'est notre travail quotidien, je dirais. Après, est-ce qu'elles sont intégrées ou pas intégrées? Ça, c'est une autre question. Donc c'est un peu plus difficile, ça c'est certain. Mais bon, on trouve toujours des idées. On trouve toujours des idées, oui, bien sûr. Surtout quand on a une équipe qui se staffe, qui s'élargit. Fabrice, merci. Merci Vincent.